je m'excuse là, la, la communication a été coupée, je ne sais pas pourquoi. Bon, je reviens parce que j'avais des choses à clarifier aux Camerounais par rapport à la FECAFOOT. Donc, et nous parlions des leçons. Je dis, M. Samuel Eto'o a soutenu la candidature du président Paul Biya en 2018 en affirmant que le président Paul Biya lui a tout donné. Alors, si le président Paul Biya lui a tout donné, c'est bien. Bon, alors maintenant, nous avons des situations franchement déplorables au Cameroun. La guerre dans le nord-ouest, la guerre dans le sud-ouest, la guerre civile entre les Mousgoum et les Arabes Chouas dans le nord du pays, la violence politique au Cameroun. Alors, on a des situations tellement graves et vous savez, les sportifs au Cameroun, ils sont écoutés. Que ce soit les Roger Mila, les Joseph-Antoine Bell, les Thomas Kono, les Eto'o fils. C'est des gars populaires. C'est-à-dire, en 1994, vous avez vu les Camerounais faire le coup de cœur parce qu'ils soutenaient leur équipe. Les Camerounais aiment le football. Alors, maintenant, quand les Camerounais traversent des crises comme celle-là, vous avez déjà vu un footballeur se lever et donner ne serait-ce que son opinion par rapport à une situation? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde essaie de s'accommoder au système pour attendre les occasions comme les élections à la FECAFOOT par exemple, afin d'être parrainé par la présidence de la République pour contrôler donc l'instance fêtière du football au Cameroun. Voilà pourquoi ils se taisent. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, M. Drogba, quand la Côte d'Ivoire était en guerre civile, se prononcer pour, n'est-ce pas, la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'était une bonne chose. Alors, maintenant, si les gens doivent être prêts à mourir pour le Cameroun, parce qu'ils veulent briguer un mandat qui peut leur apporter quelque chose, ça, ce n'est pas du patriotisme. Et je vous rappelle que les joueurs, quand ils vont à l'équipe nationale, ils ne jouent pas gratuitement. On ne peut pas dire qu'un joueur, parce qu'il a gagné un trophée et tout, il a gagné cela gratuitement. Quand les primes ne sont pas payées, ils font des grèves, n'est-ce pas? Nous avons dans le même temps les enseignants qui n'ont pas le même traitement, qui souffrent. Nous avons les soldats qui tombent dans ces guerres-là et les familles sont abandonnées à elles-mêmes. C'est aussi la souffrance, c'est aussi la misère. Donc, pour dire que ceux qui prennent le football comme un baromètre, n'est-ce pas, du patriotisme au Cameroun, se trompent. Vous avez été manipulé. Ça, c'est le lavage de cerveau. Parce que ce qu'on dit du football comme étant l'opium du peuple, c'est vrai. Parce que le Camerounais est prêt à tout oublier juste au nom du football. Vous comprenez? Nous avons une Coupe d'Afrique des Nations que nous préparons depuis 2014. Depuis 2014. Alors, jusqu'aujourd'hui, nous en sommes encore à savoir si les stades sont prêts ou non. Pourtant, on nous a rassurés depuis tout ce temps-là que voilà, les stades devaient être prêts, machin. Voilà. Maintenant, M. Samuel Eto'o est président de la FECAFOOT, Dieu merci. Alors, dans l'environnement que nous connaissons, est-ce qu'il aura les coudées franches pour révolutionner le football dans notre pays? Je lui donne le bénéfice du doute parce que je ne peux pas juger quelqu'un au premier jour de son mandat. Je ne peux pas. Ça, ce serait de la mauvaise foi. Je lui souhaite tout simplement beaucoup de chance, mais connaissant le système, ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est qu'il faudra qu'il continue à avoir le cran, n'est-ce pas, pour aller contre les réseaux qui ont infesté la FECAFOOT, n'est-ce pas, pour contrôler de l'argent au sein de cette institution-là. Parce que le problème de la FECAFOOT, ce ne sont pas les hommes. Le problème de la FECAFOOT, c'est la corruption qui y a été installée comme un système. Vous comprenez?
du recrutement des joueurs au recrutement des entraîneurs, à la gestion des primes, à la gestion des fonds que la FIFA donne au football camerounais, c'est tout un flou. Vous comprenez? Nous espérons que, avec l'arrivée de M. Eto'o-Fils, ces pratiques-là vont au moins diminuer. Nous espérons et nous souhaitons que cela change. Mais nous savons le rôle que joue le cadre institutionnel dans la pérennisation de la corruption au Cameroun. Vous avez vu durant ces élections les indices de la corruption. Les gens qui vont sur la place publique faire allégeance à un candidat pour se retrouver en train de choisir un autre parce qu'ils ont pris de l'argent, ce sont les indices de la corruption. Alors, c'est pour dire quoi? Les Camerounais, dans leur ensemble, doivent avoir la culture de la moralité publique. Moi, si je vous dis aujourd'hui que je suis avec vous, je suis avec vous contre vent et marée. Et je n'ai pas besoin qu'on me paye. Si je dis que je suis contre vous, je suis contre vous par principe et contre vent et marée. Je n'ai pas besoin qu'on me paye. Parce que, en tant qu'enseignant, nous devons dire à nos enfants que les gens ne doivent pas vendre leur âme au diable. Tout simplement pour de l'argent. Nous méritons la société dans laquelle nous vivons. Parce qu'on a clochardisé les Camerounais, ils sont prêts à vendre leur conscience pour 1000 francs. Vous comprenez? Avant une élection, les gens sortent des milliards pour vous donner les sardines, du pain, du riz, ainsi de suite. Alors que vous allez passer 7 ans de misère. Mais les gens sont prêts à récupérer cet argent pour aller ensuite vivre cette misère jusqu'à la mort. Regardez ce qui se passe à Kousséri. Et vous aurez envie de pleurer. Quand les Mousgoum sont dans une guerre civile avec les Arabes chouas, n'est-ce pas, c'est un endroit où le président Paul Biya a toujours eu 100%. Ce n'est pas la fille aînée du renouveau. Qu'est-ce qui a changé? Allez dans le sud du pays, où M. Famen Dongo dit que c'est le cercle granique du président de la République. Il y a plus misérable au Cameroun que le sud du pays. Mais eux, ils vont supporter automatiquement le régime Biya à 100% à toutes les élections, sans toutefois s'inquiéter. Alors, lorsque vous dites que non, à un moment donné, prenons conscience de l'avenir de notre pays, prenons conscience de l'avenir de nos enfants, les gens se mettent à se moquer de vous. Hier, Jean-Bruno Tagné a écrit tout un livre pour dire programmer pour échouer. Aujourd'hui, le même est applaudi comme le meilleur stratège dans l'équipe de M. Eto'o-Fils parce qu'il a fait le bon choix. Mais je dis que non. Où est la moralité publique? Où est la cohérence? Où est le principe? Si je dis, si c'est faux, c'est faux. Ça ne peut pas être faux et juste en même temps. Je salue d'ailleurs le courage de M. Eto'o-Fils d'avoir pris Jean-Bruno Tagné dans son équipe. Ça montre que, quelque part, Eto'o-Fils est capable d'écouter la critique. Et c'est ça qui est bien. Mais, nous qui sommes intellectuels, est-ce que c'est vrai et digne que nous pouvons affirmer deux choses, l'une et son contraire, sans avoir honte sur la place publique? Je ne pense pas. Je ne peux pas être subitement d'accord avec M. Paul Biya. Vous comprenez? Parce que, voilà, il y a eu tel événement et tel événement. Non, non, non. Quand on juge quelqu'un sur ses résultats et que le résultat est négatif pendant 40 ans, ce résultat ne peut pas être positif en quelques fractions de secondes. Ça veut dire que nous nous sommes oubliés. Le Cameroun aujourd'hui souffre de la corruption. Vous imaginez un pays au rang du Cameroun qui n'a plus un championnat national, alors que dans les années 82, nous avions l'un des meilleurs championnats en Afrique.
82. En 2022, aujourd'hui, c'est-à-dire 40 ans après, nous ne sommes pas capables d'organiser un championnat du football. Vous comprenez? Ça devrait être un scandale. Alors, maintenant, nous avons des stades. Les infrastructures sont là. Mais vous savez combien de milliards ont été ensevelis dans ces infrastructures-là? Vous comprenez? Mais on va vous dire, non, les stades sont là, bravo au président de la République, Dieu merci à la fin, alors que nous sommes invités à rembourser de cet argent. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas un pessimiste. Vous comprenez? Je n'ai jamais été pessimiste dans ma vie. Mais je crois que dans un pays comme le nôtre, qui veut être sérieux, le principe qui doit être cultivé dans la tête de chaque Camerounais, c'est le principe de la justice. Vous comprenez? Le principe de la justice. Personne au Cameroun ne doit avoir la promotion tout simplement parce que son père est quelqu'un. Ça ne devrait pas être comme ça. Ce n'est pas juste. Parce que tout le monde n'est pas l'enfant de quelqu'un dans notre pays. C'est pour cela que l'autre leçon à tirer de cette élection de M. Samuel Eto'o-Fils, c'est que pour une fois, un footballeur du métier qui est parti de Newbel est parvenu à renverser ceux qui sont considérés comme les produits du système. Ce n'est pas mauvais. C'est-à-dire que je ne veux pas vivre dans un pays où on ne réussit que parce qu'on est l'enfant de président, l'enfant de ministre, l'enfant de gouverneur, vous comprenez, ou bien l'enfant de milliardaire. Non. J'aimerais que les Camerounais, enfin, soient jugés sur la base de leurs compétences et sur la base de leurs performances également. Donc voilà pourquoi l'autre leçon à tirer de cette élection-là, c'est que c'est possible, n'est-ce pas, d'oser, même quand on vient de nulle part, et de s'imposer parce qu'on a été plébiscité par les Camerounais. Ça, c'est encore une très bonne nouvelle. L'autre élément aussi important, le bulletin unique. Le bulletin unique, c'est bien. Parce que dans le bulletin unique, il devient parfois très très difficile de voler les élections. Voilà pourquoi le débat sur le code électoral au Cameroun doit interpeller tous les Camerounais. Pour une fois qu'on a appliqué le bulletin unique et de manière transparente, vous voyez qu'il a été impossible de voler ces élections. Et pour le bonheur des fans de M. Eto'o-Fils, il est parvenu à se maintenir. Et là, c'est une très bonne leçon qu'on peut tirer, n'est-ce pas, de cette élection-là. Je n'étais pas d'accord avec la candidature de M. Samuel Eto'o-Fils, mais je me réjouis qu'il ait été élu dans des conditions transparentes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que même si je n'étais pas favorable à sa candidature, le fait qu'il soit élu dans les bonnes conditions, de manière transparente, me force à avoir du respect pour ceux qui ont voté pour lui. Parce que c'est ça le principe de la démocratie. Dans la démocratie, quand on perd les élections, on doit, n'est-ce pas, remercier ceux qui ont voté pour nous et féliciter l'adversaire. Et c'est pour cela que je félicite également M. Seydou Bobo Djoya qui a félicité M. Samuel Eto'o-Fils malgré la défaite. Ça, c'est une marque de grandeur qu'on ne voit pas toujours au Cameroun. Donc, parce que la grandeur, ce n'est pas seulement dans la réussite. La grandeur, c'est aussi dans la défaite. Nous devons donc, en tant que Camerounais, apprendre à perdre avec élégance, de ne pas devenir cynique, n'est-ce pas, de faire preuve de fair play et de féliciter notre adversaire et de lui souhaiter bonne chance. Et même lui donner la possibilité de l'accompagner pour que gagne le Cameroun. Et je pense que sur ce point-là, je n'ai absolument rien à reprocher à M. Seydou Bobo Djoya parce qu'il a félicité M. Samuel Eto'o et il a même embrassé en public, même s'il n'était pas d'accord. Cela montre le fair play au niveau, n'est-ce pas, du football. Bon, alors maintenant, revenons au tribalisme. Dans le débat sur le tribalisme, je vous ai souvent dit que ça ne sert à rien que les Camerounais se laissent manipuler par les élans
du tribalisme. La raison pour laquelle je vous explique cela, c'est parce que, comme je vous ai toujours dit, comme nous sommes dans le cadre du football, ce qu'il faut retenir dans le tribalisme, c'est que ça ne profite à personne. C'est d'abord cela. Ensuite, ça n'aide pas à donner de la performance. C'est très important de retenir cela. Et lorsque j'observe la communauté Bamoun dans son ensemble, ce qui m'a souvent fasciné chez les Bamoun, et là c'est quelque chose que moi j'ai remarqué. Si vous observez les leaders Bamoun partout où ils passent, vous allez remarquer qu'ils se sont démarqués d'une manière ou d'une autre, de manière favorable ou parfois de manière défavorable, par leur singularité, dans leur façon de se comporter. Je vais prendre le cas du roi Ibrahim Bobo Njoya, paix à son âme. C'est lui le premier président d'Africa Foot dans les années 60. C'est encore lui le tout premier ministre de la jeunesse et des sports sous qui le Cameroun a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 1984. Alors, sous son leadership en tant que ministre de la jeunesse et des sports, et là ça va surprendre beaucoup de gens, est-ce que vous savez qu'aucun Bamoun, homme, n'a jamais joué à l'équipe nationale du Cameroun? Jamais. Pourtant, il était ministre de la jeunesse et des sports. Dans un contexte où il avait le pouvoir de recommander les joueurs, il avait le pouvoir de recommander même les entraîneurs, il avait même le pouvoir de détourner de l'argent pour faire ce qu'il veut. Ça n'a jamais été le cas. Je dis le roi Bobo Njoya qui est décédé. C'est son fils qui était en train de candidater, n'est-ce pas, pour la Fédération camerounaise de football. Ça, c'est dingue. Alors, si on veut donc parler du tribalisme dans ce contexte-là, pour un monsieur de ce rang qui quitte les affaires sans qu'un seul Bamoun ne joue à l'équipe nationale, c'est extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de Bamoun à l'époque qui pouvaient jouer à l'équipe nationale, ne serait-ce qu'un seul. Je dis un seul parce que à l'époque, Fédérale de football avait une équipe solide qui jouait aussi. Fédérale de football avait des joueurs qui ont parvenu à jouer à l'équipe nationale. Monsieur Onana Elundou, il a été fait tout panka à football. Il a joué au mondial 82, étant parti de Fédérale de football. Parce que lui, il était Ewondo. Moi, je veux vous parler du tribalisme. Hein. C'est-à-dire que si vous estimez, par exemple, que le Bamoun, une fois qu'il est quelque part, c'est uniquement le tribalisme, je vous prends un cas école. Que voilà un ministre Bamoun qui a pu, n'est-ce pas, envoyer un joueur au mondial qui s'appelle Onana Elundou. Il ne s'appelle pas Bobo, il ne s'appelle pas Njoya. Aux côtés des joueurs qui étaient Bamoun. Les Ibrahim Kensa, les Fauchivé, les Yap Charles, les Bouboul, les Boukar, les Clément, tous ces joueurs-là, c'était des joueurs qui ont été parfois sollicités par des entraîneurs. Mais ils n'ont jamais joué à l'équipe nationale. Jamais. Alors, on peut appeler cela le tribalisme. Bon, alors, maintenant, dans le même temps, lorsque vous observez à la même époque l'équipe nationale du Cameroun, vous avez pu avoir dans notre équipe les frères jumeaux comme Kana Biik et Oma Biik. Les joueurs comme les Jacques Songo. Vous comprenez? Les joueurs comme les Joseph Antoine Ben. Les joueurs comme les Roger Mila. Tous ces joueurs étaient Bachar, issus de la même ethnie. Ça n'avait posé problème à personne dans notre pays. À partir du moment où les résultats étaient bons. Et à l'époque, le ministre, c'était un Bamoun. Vous comprenez? Le président de la Fédé, c'était un Bamoun.
Vous comprenez? 2 Bamoun au sport, incapables de placer un seul Bamoun à l'intérieur de l'équipe nationale. Et vous allez penser que ça c'est du tribalisme? Je ne pense pas. Si c'est du tribalisme, c'est que c'est du tribalisme à l'envers. Je ne suis pas en train de dédoyer les Bamouns. Hein? Non, 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 non. Je vais vous expliquer tout ça pas à pas pour que les gens apprennent à faire la part des choses. Donc, c'est pour dire quoi? En quelque sorte, le roi des Bamouns a fait de l'équipe nationale du Cameroun ce qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'il a sa marque, il a ses empreintes sur cette équipe-là. Les leaders aujourd'hui, les Roger Mila, les Joseph Bel Antoine, tout ce monde avait de très bonnes relations avec lui. Ce n'est pas un hasard qui a fait en sorte que lorsqu'il appelle M. Etofis pour qu'il vienne à Fouban soutenir la candidature de M. Seydou Bobonjoya, il n'a pas hésité. M. Etofis a soutenu la candidature de M. Seydou Bobonjoya contre la candidature de M. Joseph Bel Antoine. Alors, ce que je veux expliquer par là, c'est que les Camerounais ne doivent pas toujours lire les choses sous l'angle tribal. Parce que c'est les jeux d'intérêt. Vous comprenez? Un Camerounais qui sait qu'il a son intérêt, derrière un Béti, derrière un Bamileke, derrière un Bamoud, derrière un Bassa, derrière un Aoussa, derrière un Fulfoudé, va se jeter corps et âme à 100% en faveur de ce compatriote. Ça veut dire que la vraie tribu au Cameroun, c'est les intérêts égoïstes. La vraie tribu au Cameroun, c'est les intérêts égoïstes. Vous comprenez? Alors, parce que le Camerounais ne tient pas toujours à sa parole lorsque l'argent est mis en jeu. C'est ça que je veux que les gens comprennent. L'achat de conscience, c'est dans le DNA des Camerounais. Un Camerounais peut te donner sa parole aujourd'hui et te dire que mon frère, je suis avec toi. Si quelqu'un sort par derrière lui remettre de l'argent, il sera publiquement contre toi. C'est ça, c'est la leçon qu'il faut aussi tirer. Que lorsque nous sommes en train de nous battre sur le terrain politique, nous devons faire l'éloge des principes, mais nous devons ouvrir les yeux sur la réalité de la corruption dans notre pays. C'est très important. Les gens ont détruit l'opposition camerounaise parce qu'on leur a offert de l'argent. Je ne veux pas revenir là-dessus, parce que c'est un autre débat. Alors, de la même façon, à l'équipe nationale, là, il y a des très bons joueurs qui auraient pu faire des merveilles dans notre équipe, qu'on a écartés dans la logique des clans, dans la logique de la corruption, qu'on a écarté parce qu'il n'a pas donné de l'argent là où il fallait, parce qu'il n'était pas ami avec tel leader. Voilà comment on a écarté, n'est-ce pas, des compétences à l'intérieur de notre équipe qui pouvaient faire la différence dans cette équipe-là. Et nous devons condamner cela. Nous estimons que M. Eto'o, comme il arrive et qu'il connaît très bien le milieu, il va se battre en sorte que de tels comportements ne continuent pas à saper les performances de notre pays. C'est pour cela que je vous parle du changement de système. Quand on veut révolutionner quelque chose, on change le système, on change les mentalités et les hommes, ça devient un détail. Parce que lorsque les institutions sont solides, lorsqu'il y a une commission d'éthique qui frappe tous les responsables qui se seraient rendus coupables de la corruption, du détournement des fonds publics, de la manipulation, du clientélisme, du faux et usage du faux, tout le monde aura peur de céder à ces pratiques-là. C'est pour cela que, dans le principe, les enseignants ont cette responsabilité-là de guider les Camerounais sur le droit chemin. Nous ne devons plus avoir le culte de personnalité, le culte de l'argent, le culte de la corruption, parce que c'est ça qui ridiculise notre pays. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Regardez autour de vous. Des Camerounais qui se sont prononcés sur la place publique aussi ouvertement
et qui sont devenus ridicules sur la place publique. Moi, je peux vous prendre quelques exemples. Monsieur Jean de Dieu Momo, il n'a pas chanté partout là que Biya est mauvais, mais aujourd'hui là, il dit qu'il est Judas, il a trahi Biya. Vous comprenez? Il n'est plus dedans. Tout ce qu'il a dit avant là, ça ne compte pas. C'était lui l'avocat de Neuf de Bepanda. Vous comprenez? C'était lui l'avocat des anglophones à un pour de donner. Mais aujourd'hui, il s'est lavé les mains. Il dit que non. Tout ce qu'il a dit là, c'était parce qu'il s'était trompé. Il s'excuse. Pourquoi? Parce que son enfant peut rentrer maintenant dans les grandes écoles de formation au pays, parce qu'il peut s'afficher avec des ministres, parce qu'il peut maintenant soutenir son doctorat sans être bloqué par le système, n'est-ce pas? Voilà, le prix à payer. Les gens sont prêts à vendre leur conscience à partir du moment où le système peut les coopter et leur attribuer des avantages qui vont avec la trahison de la conscience du peuple camerounais. Ça, c'est le sang des Camerounais. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on peut se fier à des hommes comme ça? On ne peut pas. J'ai du respect pour les gens, n'est-ce pas, qui gardent leur parole. J'ai du respect. C'est encore mieux de sortir publiquement et dire que je soutiens M. Paul Biya. Je respecte les gens comme ça. Parce que vous avez ce droit. Vous pouvez supporter M. Paul Biya. Vous êtes libre. Mais quand vous le faites, soyez cohérent. Mais si vous dites que vous n'êtes pas avec M. Paul Biya, cessez de vendre l'hypocrisie aux Camerounais. Il n'y a pas de circonstances atténuantes à un régime de 40 ans qui nous a installés dans la pauvreté, dans le délestage, dans la crise politique et dans la guerre civile. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. Même la Coupe d'Afrique des Nations, nous ne sommes pas sûrs de l'organiser. Avec le contexte sécuritaire que nous connaissons dans notre pays. Les gens ont beau applaudir M. Samuel Eto'o, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que le contexte qui est le nôtre est un contexte dangereux. C'est un contexte qui ne fait pas honneur à un seul Camerounais, en commençant par le président de la République. Vous comprenez? Parce que c'est bien. Dites que la CAN sera sucrée au Cameroun parce que Eto'o est devenu président de l'Africa Foot, c'est bien. C'est une très bonne chose. Mais M. Eto'o n'est pas l'armée. M. Eto'o ne peut pas empêcher une révolte populaire au Cameroun. Vous comprenez? Il ne peut pas. Si les Camerounais décident de se révolter parce qu'ils sont abusés durant la compétition, M. Eto'o ne peut pas empêcher les Camerounais de se révolter. Vous comprenez? Donc, c'est la responsabilité de l'État de créer les conditions de sérénité pour organiser une telle compétition, un tel grand événement. Mais l'État ne cède pas en affichant une attitude arrogante vis-à-vis de ces Camerounais-là qui se plaignent. On ne peut pas avoir la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest et accepter une compétition dans ces conditions-là sans s'inquiéter des conditions de sécurité. Vous avez vu en Angola, durant une compétition en Angola, il y a eu des morts là-bas. L'équipe, n'est-ce pas, du Togo a été attaquée. Et ce ne sont pas des conditions qui doivent, n'est-ce pas, être déplorées dans notre pays. Quand nous, on prend le risque de dire cela en public, nous sommes mal vus parce qu'on dit la vérité. Au Cameroun, il est dangereux de dire la vérité. Au Cameroun, il est dangereux d'être vrai. Au Cameroun, il est dangereux de dire aux gens que là où nous sommes partis, là, nous sommes en train de nous piéger. Lorsque vous le dites, on vous donne le petit nom. Apôtre de l'Apocalypse, quelqu'un qui n'aime pas son pays, anti-patriote, on crée même une brigade de patriotes. Tout ça est dans ce désordre-là. C'est lorsqu'on est devant les faits accomplis que les gens commencent, n'est-ce pas, à réaliser que la bêtise collective que nous avons tous applaudi est en train de se refermer sur nous. Et là, je ne peux pas faire ce jeu-là. Je ne peux pas me livrer à ça. Vous comprenez? Parce que je ne fais pas de la langue de bois. Et je ne parle pas pour accommoder les gens. Je parle pour libérer ma conscience. S'il y a des gens qui sont d'accord avec la vérité, je n'ai pas de problème.
Parce que la vérité n'a pas besoin de popularité. Vous avez un pays comme le nôtre qui est encore incapable d'avoir un entraîneur national. Alors que tous ces entraîneurs blancs qui viennent au pays là, ils ne font pas la magie. Nous avons eu les Jeux Olympiques avec Jean-Paul Akono. Allez voir Jean-Paul Akono dans quelles conditions il vit. Et vous allez comprendre que ce pays est ingrat. Vous avez les Dougou Pilé, vous avez les Junior, vous avez les Manga Ongene, ce sont les entraîneurs, non? Qui pouvaient faire l'affaire. Vous avez les Thomas Kono, qui entraînent en Europe, mais qu'on ne peut jamais appeler à l'équipe nationale comme entraîneur principal. Il faut toujours installer sur le banc un blanc pour ensuite mettre adjoint un noir. Et après, on va vous parler de panafricanisme. Quand on voit le Nigeria avec ses performances, les Stephen Keshi ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations au Nigeria. Pourquoi est-ce que les vedettes au Cameroun comme les Patrice Boma ne peuvent pas coucher les Lions indomptables et échouer même? La France là, depuis que vous avez l'équipe de la France, tous les entraîneurs qui défilent à la tête de la sélection française, ce sont les Français, non? Pourquoi ils ne prennent pas les Allemands? Pourquoi ils ne prennent pas les Anglais pour entraîner cette équipe-là? Nous voyons tout ça chaque jour, mais de notre côté, on préfère aller chercher le sorcier blanc. Et on parle de nationalisme. C'est quel genre de pays ça? Nous estimons et nous espérons que M. Eto'o-Fils va changer au moins cela. Si M. Eto'o-Fils peut regarder parmi les joueurs au Cameroun, ceux qui ont les certificats d'entraîneur, qui leur donnent la chance de devenir des grands entraîneurs, en échouant à la tête des Lions indomptables. Nous préférons perdre une compétition avec un entraîneur camerounais que de perdre avec des entraîneurs expatriés qui prennent beaucoup d'argent dans les contrats alors que le résultat ne suit pas. Ce n'est pas sérieux. Si on veut développer notre foot dans la durée, il faut un entraîneur capable de passer au moins 4 ans avec la même équipe, qui doit évoluer dans le championnat camerounais. Ce n'est que dans cette condition-là qu'on va faire la réforme dans le milieu du football au Cameroun. Prenez l'Égypte. Vous vous souvenez du célèbre entraîneur égyptien là, qui a gagné, je crois, 3 Coupes d'Afrique avec l'équipe d'Égypte, parce qu'il jouait avec des joueurs qui étaient dans le championnat local. Il pouvait les suivre, il pouvait les mettre ensemble et ça donnait l'alchimie au sein de l'équipe. Mais chez nous là, on a toujours pris les professionnels qui viennent des grands clubs. Et quand ils arrivent, il n'y a pas toujours cohésion. Ils ont des égos surdimensionnés. Ça fait des problèmes, des conflits. Et ça ne fait pas une très bonne équipe. Voilà le problème que nous avons. Les problèmes de prime, ça ne devrait plus se poser. On estime qu'avec la nouvelle équipe qui vient d'arriver là, on va mettre derrière nous ces affaires de prime qui continuent à malmener l'image, n'est-ce pas, de notre équipe. Donc, l'autre leçon que j'ai pu tirer, n'est-ce pas, de cette élection-là, c'est que beaucoup de Camerounais ne sont pas sincères. Ils ont l'habitude de vociférer sur la toile parce qu'ils ne sont pas encore mis devant les faits accomplis. Mais une fois qu'ils sont face à l'argent, ils jettent à la poubelle leur conscience. C'est ça. Et c'est très dommage. Donc, et l'autre problème, les Camerounais n'aiment pas les gens qui sont sincères. Vous comprenez? Les gens qui disent la vérité. J'ai lu l'intervention de Babouan Kessa par rapport à Roger Mila. Mais le monsieur a dit sa vérité. Il a dit qu'il n'est pas l'ami de monsieur Roger Mila, qu'il ne l'aime pas et qu'il ne sera jamais son ami. Malgré le fait qu'ils ont évolué ensemble dans le club, ils sont allés même en Indonésie ensemble, il ne l'aime pas. C'est au moins comme ça que les Camerounais doivent apprendre à s'exprimer. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Même si vous payez mon père et ma mère, ça ne va pas changer. Là, au moins, vous savez que je ne suis pas d'accord avec vous. Que de venir me mettre à rire avec vous en public, alors que dans le fond, je vous déteste à fond. C'est effectivement ça le mal du Cameroun. Les gens qui ne vous aiment pas, qui vous entourent et qui vous poignardent dans le dos. Ça fait plus mal
que vos ennemis qui ont les armes et que vous reconnaissez devant vous. Il faut que les Camerounais apprennent à être vrais. Vous comprenez? Moi, lorsque je suis fâché, je viens sur la toile et je dis ce que je pense. Et je ne mâche pas mes mots. Si vous allez au sein de ma communauté Bamou, vous allez comprendre que je suis le Bamou le plus controversé de ma communauté. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Je ne m'accommode pas à la bêtise. Vous comprenez? Je ne protège pas les gens parce qu'ils sont seulement Bamou. Non, je ne fais pas ça. Parmi les Bamou, si vous faites votre travail très bien, je vais vous défendre. Si vous êtes mauvais, je vous dis que vous êtes mauvais. Et je le ferai en public, sans avoir peur de vous. C'est comme ça. Donc, pour dire que s'il faut condamner quelqu'un, je n'hésite pas, qu'il soit Bamou ou pas. Je ne suis pas là pour protéger la communauté Bamou des bêtises. Non, je ne le fais pas. J'ai la responsabilité en tant que leader d'opinion de dire des choses vraies. D'abord à la communauté Bamou et à tout le Cameroun. C'est ce que moi je fais. Vous comprenez? Je ne peux pas être là à m'accommoder avec les gens tout simplement parce qu'ils sont de ma tribu. Ça n'a pas de sens. De la même façon, je ne vais pas applaudir tous les noirs face aux blancs parce que je suis noir. Non. C'est que je ne comprends même plus pourquoi je vis. La vérité, elle n'a pas de tribu, elle n'a pas de race, elle n'a pas de religion et elle n'a pas d'idéologie. La vérité, c'est la vérité. Qu'on soit d'accord ou pas avec la vérité, c'est d'abord la vérité. Et la vérité ici au Cameroun, c'est que nous méritons les dirigeants que nous avons tout simplement à cause de notre hypocrisie. Un Camerounais qui n'est pas d'accord avec la corruption ne peut pas défendre le RDPC. Je dis jamais. C'est impossible. Oui. Si vous n'aimez pas la corruption, comment vous allez prendre de l'argent du RDPC pour voter pour le RDPC? Donc si en quelque sorte le RDPC a pu se maintenir pendant 40 ans, nous devons d'abord condamner les Camerounais qui acceptent de prendre l'argent du gouvernement pour faire du n'importe quoi. C'est ça. Donc, voilà comment on est arrivé à manipuler les Camerounais à croire que si tu n'es pas d'accord avec Eto, ce que tu es contre les Bassa, si tu n'es pas d'accord avec Honorable Tomaino Dabjoya, ce que tu es contre tous les Bamouns. Si tu n'es pas d'accord avec M. Kamto, ce que tu es contre tous les Bamileke, c'est faux. Ce n'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Lorsque vous prenez, que ce soit Honorable Tomaino Dabjoya, que ce soit le professeur Kamto, ce sont des humains qui ont des qualités et des défauts. Aussi simple que ça. Lorsque vous prenez M. Eto, qui vient d'être élu là, il a les qualités, il a les défauts. C'est aussi simple que ça. À partir du moment où on a compris cela, et qu'on essaie d'évaluer quelqu'un sur la base de ses performances, pas sur la base de son appartenance ethnique, c'est qu'on a compris. Hein? Vous prenez Eto comme personne. C'est un très bon footballeur. Tout le monde ne peut pas le lier. Cela, tout le monde ne peut, personne ne peut lui retirer ça. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Bon, alors, mais quand vous prenez M. Eto comme leader avec ses antécédents avec tout le monde, est-ce qu'il sera capable de rassembler? Voilà les inquiétudes. S'il peut rassembler, tant mieux. Mais son bilan, à l'âge qu'il a là, n'est pas élogieux sur le plan du rassemblement. Je ne peux pas hésiter de dire ça, même comme il est président. Il peut faire 100 ans là-bas, comme président de l'Africa Foot. Le jour que je vais dire la vérité à Eto, je vais lui dire la vérité. Peu importe ce que ces fanatiques vont passer. Parce que je ne pense pas pour dire du n'importe quoi aux gens. J'évalue les gens sur la base de leur performance. J'évalue les gens sur ce qu'ils ont en tête. Qu'ils soient Bassa ou pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pratiquement aucun problème avec les Bassa. D'ailleurs, lorsque vous regardez dans notre pays là, les gens les plus honnêtes, je dis les plus honnêtes au Cameroun, quand il s'agit de défendre quelque chose, ce sont les Bassa
Oui, moi je ne peux pas vous mentir. Hein. Quand un Bassa n'est pas d'accord avec toi, il n'est pas d'accord avec toi. Quand il est d'accord avec toi, il est d'accord avec toi. Je le dis étant Bamoun. Vous comprenez? Je le dis étant Bamoun. Moi je connais les Camerounais. J'ai vécu avec beaucoup de Camerounais. Et la zone de Edea jusqu'à Kribila, j'ai fait au moins plus de 3 mois là-bas. J'ai travaillé avec les Bassa et j'ai compris certaines choses. Vous comprenez? Quand ils sont avec vous, ils peuvent mourir avec vous. S'ils sont contre vous, ils peuvent vous tuer. C'est ça la vérité. Et j'aime les gens comme ça. Ou tu es avec moi, ou tu n'es pas avec moi. C'est aussi simple que ça. Je préfère encore 1000 fois quelqu'un qui me dit, Laziz, je ne suis pas d'accord avec toi, je te déteste, que quelqu'un qui est à côté de moi pour mes pieds et aller me vendre aux gens. Je ne peux pas tolérer cela. Donc voilà pourquoi j'essaie d'être vrai avec les gens. Vous comprenez? Je ne veux pas soutenir un Camerounais tout simplement parce qu'il est mammouth, ou bien parce qu'il est musulman, ou bien parce qu'il est de l'UDC comme moi. Moi, je suis dans l'UDC. Je suis dans l'Union démocratique du Cameroun. Ça, c'est mon parti à moi. Le parti que moi, j'ai accepté, n'est-ce pas, de défendre. S'il y a des choses qui ne marchent pas à l'intérieur de cette formation politique, j'aurai le courage de dire ça en public. Par conviction. Vous comprenez? S'il y a des gens qui veulent attaquer cette formation politique, je vais aussi défendre les idéaux de ce parti. En public. Avec honneur. Dans la vérité. Parce que quand on vous aime, on vous critique. Quelqu'un qui ne vous aime pas ne vous critique pas. Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas vous critiquer. En privé comme en public. C'est ça la vérité. Hein? Les gens qui ne m'intéressent pas, je ne vais jamais évoquer leur nom. Mais quand j'ai de l'estime pour quelqu'un, si vous faites quelque chose qui n'est pas bien et que je n'ai pas accès à vous, je vais faire une critique publique. Comme ça, on va vous envoyer ce que j'ai dit. Si vous êtes grand, au lieu d'aller m'insulter, vous pouvez évaluer ce que j'ai dit. Si je me suis trompé sur certains points, vous pouvez répondre et dire, voilà, Laziz, ce que tu as raconté là, ça n'a pas de sens parce que ce n'est pas ce que je voulais faire. Ça devient l'échange entre vous et moi. Et c'est une opportunité qui vous est offerte pour grandir. Vous comprenez? C'est une opportunité. Moi, je suis enseignant d'université. Je vous assure, j'ai 42 ans. J'ai 42 ans. C'est jusqu'à hier qu'un de mes collègues a pris mon CV et il l'a corrigé pour moi. Je suis professeur d'université. Vous comprenez? Lui, il est américain, mais j'ai étudié dans les deux systèmes universitaires, le système francophone et le système américain. Donc, il y avait des détails dans mon CV que je ne comprenais même pas. C'est lui qui m'a expliqué pas à pas, parce que je ne suis pas orgueilleux. Je suis allé vers lui, j'ai dit, mais comment? J'ai lu ton CV là, je n'ai absolument rien compris. Est-ce que tu peux prendre mon CV, tu l'évalues, tu me dis ce que je ne fais pas bien? Il dit, merci, je veux le faire. Il a pris toute une journée pour évaluer mon CV. Et dans le CV, ce que je n'avais pas compris, bah, je vous dis comme ça parce que ici à Foubi-Mayan, on se donne l'occasion, n'est-ce pas, de se dire des vérités pour que les gens apprennent beaucoup de ces expériences-là. Et moi, je prends souvent je prends souvent le temps pour apporter certaines clarifications par rapport à certains points, en sorte que les gens qui sont lucides, les gens qui ont un peu de maturité, aient la possibilité d'évoluer et de grandir. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est quoi? Lorsque vous écrivez votre CV, c'est pour vendre vos compétences, c'est pour vendre, n'est-ce pas, vos qualités à votre probable employeur. Mais, sauf que, dans le secret des CV, les gens ne se vendent pas bien. Vous pouvez avoir beaucoup de potentiel et vous vendre seulement à 20%. C'est ce que mon collègue, n'est-ce pas, au Graduate Center à CUNY a pu m'expliquer. Il s'appelle Jason Karabovic. Donc, Kandirovic, donc, il prend mon CV, il dit voilà, tu as tellement de qualités, mais tu les as mis en désordre. Ça, c'est le premier point. Il faut faire les choses en rubrique. Rubrique, tu commences par ton identité. Ensuite,
tu déclines au niveau de ta formation académique. Après, tu parles de ton expérience. Après, tu parles, n'est-ce pas, de tes responsabilités. Après, tu parles de tes cours. Après, tu parles des étudiants que tu as encadrés. Après, tu parles de tes publications. Et dans les publications, tu les organises en publications, ouvrages, en articles qui ont été publiés dans des revues scientifiques et des articles qui ne sont pas encore publiés, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il a réorganisé mon CV. Et à partir de là maintenant, je peux voir moi-même ce que j'ai pu accomplir dans ma vie en tant que chercheur. Donc, si j'étais orgueilleux, j'allais dire, voilà, qu'est-ce qu'il raconte, je suis professeur d'université, et voilà. Et je n'aurais jamais eu l'occasion d'apprendre. Et il m'a aussi révélé quelque chose de très important. Que tout ce que nous mettons sur nos CV-là, on fait les Google Research là-dessus. Si tu dis que j'ai fait tel livre, j'ai publié tel livre, on va chercher à voir la référence de ce livre-là. Si ça n'existe pas, on ne vous prend pas. Et le jour que vous allez changer de grade, si jamais on se rend compte que vous avez parlé d'un livre que vous n'avez pas publié, on va vous bloquer. Donc il faut éviter de mentir sur son CV. Voilà la culture de la moralité publique, de l'intégrité publique. C'est ça. Donc, lorsqu'on vous dit cela au Cameroun, les gens s'en moquent, les gens font dans la débrouillardise, et lorsqu'ils sont coincés, ils le regrettent énormément. Donc, sur la scène internationale, ça ne blague pas. Si M. Eto'o est arrivé au niveau où il est arrivé, c'est parce qu'il est performant. Alors, s'il peut apporter ses performances à l'équipe nationale, et on essaye d'éviter les jonglages, les trafics d'âge des joueurs et tout, ce sera une bonne chose pour l'équipe. Donc, voilà autant de choses que nous devons apprendre par rapport à tout ce qui vient de se passer. Évitons les débats de personnes. Apprenons à nous ouvrir vers d'autres sensibilités. Peu importe votre appartenance ethnique, nous gagnons beaucoup à apprendre des qualités des autres communautés. Nous gagnons beaucoup à copier ce qu'il y a de bien dans notre communauté. Je prends la communauté Bamileke par exemple. Elle est dynamique au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'elle a su cultiver le sens de la solidarité. On parle de tontine aujourd'hui qu'on doit taxer. C'est parce qu'ils ont tellement réussi là que ça aiguise les appétits du côté du gouvernement. Voilà les qualités que nous pouvons copier. Au lieu d'aller sur la toile, vous mettre à prêcher la haine tribale, les insultes, des bêtises qui n'ont pratiquement aucun sens, nous devons apprendre à copier ce qui est bien. Peu importe la communauté dans laquelle cette culture est valorisée. Vous comprenez? Essayons de copier ce qui est bien ailleurs. Ça profite non seulement à notre développement personnel, mais également à notre développement collectif. Nous avons besoin de ça. Au lieu de pratiquer la haine entre personnes, ou bien la haine contre les tribus, on gagne mieux à s'ouvrir, à apprendre d'autres communautés. Et de cette façon-là, ça fait avancer tout le monde. Donc, je ne vais pas vraiment vous garder cette soirée. Je tenais donc juste à faire une petite analyse sous forme de leçon après ces élections à la FECAFOOT. Je profite de l'occasion pour féliciter tous les candidats, en commençant par Samuel Eto'o-Fils qui a gagné. Et j'invite les autres à apprendre, n'est-ce pas, à rester positif, à apprendre, à rester dans la dynamique de construction, à apporter toujours leur soutien par rapport à l'image de notre pays. Et c'est dans ces conditions-là que nous pouvons évoluer ensemble. Il ne sert à rien de se détruire sur la base de la haine, sur la base de l'envie, sur la base de la méchanceté. Nous n'avons pas à évoluer comme ça. Parce que les hommes méchants, ils ne profitent aucunement à notre pays. Ils participent plutôt à la destruction de l'image de notre pays. Et nous n'avons pas besoin de ça. Vous pouvez être libre de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais vous devez aborder votre mésentente avec beaucoup d'élégance, surtout dans la vérité. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je vais dire la vérité sur vous. Je n'ai pas besoin d'inventer des choses sur vous. Je vais vous parler dans ma conscience. C'est comme ça. De la même façon, quand je suis avec vous, si je suis d'accord avec vous, les éloges, je ne vais pas les cacher. Je vais dire ce que je pense de vous de positif pour que les gens
puisse, n'est-ce pas, vous évaluer sur la base de votre compétence. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons bien évoluer, n'est-ce pas, au Cameroun, dans l'espace public, dans les espaces privés, et cela va beaucoup profiter à l'image de notre pays. Merci donc de votre attention et vous passez une très bonne soirée. C'était le docteur Abdelaziz Charles.